C'est maintenant l'heure de vous accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Émilie Nicodème-Paulin, je suis codirectrice médicale au RHNE. Et au nom du collège de direction, je vous souhaite la cordiale bienvenue pour cette nouvelle conférence publique des jeudis du RHNE. En ce mois d'octobre, elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Octobre Rose qui s'engage pour la sensibilisation du cancer du sein. Elle a été organisée en partenariat avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer et l'Association pour le dépistage du cancer Béjul. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il touche chaque année 6500 femmes en Suisse, soit 17 femmes chaque jour. Quand la maladie est détectée à un stade peu avancé et avant l'apparition de symptômes, les chances de survie sont meilleures et le traitement souvent moins invasif. La mammographie permet de repérer de très petites tumeurs qu'il n'est pas possible de détecter par la palpation. Comme d'autres modalités d'imagerie médicale, elle suscite des craintes, légitimes ou non. L'irradiation par les rayons X, réalisée lors de l'examen, peut-elle entraîner l'apparition d'un cancer du sein? La mammographie peut-elle être douloureuse? Permet-elle de déceler tous les cancers du sein? Bref, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Les intervenantes et intervenants de ce soir apporteront des réponses à toutes ces questions. Je me permets de les présenter rapidement. Donc, Madame Katia Sartori, directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer. Le docteur César Eduardo Von Alcázar, responsable médical de l'Association pour le dépistage du cancer Béjul. La doctoresse Karen Kinkel, médecin-chef de service de radiologie du RHNE. La doctoresse Inès Sab, médecin hospitalier dans le service de radiologie du RHNE, et le docteur Patrick Weber, physicien également au RHNE. La conférence sera, comme de coutume, suivie par une partie questions-réponses et la soirée se terminera par un apéritif. Je vous souhaite une bonne conférence et une bonne soirée. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir si nombreux et nombreuses, puisqu'il y a des messieurs ici. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le son? Est-ce que ça va mieux? Parfait. Donc, je suis chargée de planter le décor et de démarrer cette conférence. Pour planter le décor, je vais vous parler de quelques chiffres, pas trop, soyez rassurés. Mais pour vous dire que le cancer, ça concerne tout le monde, puisque une personne sur 3 peut être touchée par le cancer dans le cours de sa vie, et c'est la deuxième cause de mortalité en Suisse après les maladies cardiovasculaires. Bienvenue. Ça représente plus de 45 000 personnes touchées en Suisse sur une année et 1600 neuchâtelois. Donc, vous le voyez, on est tous concernés, on connaît tous quelqu'un qui est touché par le cancer ou on est touché soi-même. Au niveau des cancers les plus fréquents, pour les femmes, c'est bien sûr le cancer du sein, avec 6500 cas par année en moyenne. Et pour les hommes, le cancer de la prostate. Mais les hommes sont aussi touchés par le cancer du sein, c'est aussi possible, de manière moins fréquente. On compte à peu près 50 cas par année. Donc le cancer du sein, c'est 18 diagnostics qui sont posés par jour auprès de femmes qui sont touchées par ce cancer. Alors vous me direz, est-ce qu'on peut prévenir le cancer? Alors je vous dirais oui, mais. Alors je vais commencer par le oui. Oui, on peut agir sur les facteurs de risque du cancer. Selon certaines recherches, ça pourrait diminuer d'un tiers les cas de cancer. Et comme ce sont souvent de bonnes habitudes à prendre, ça a aussi une influence sur d'autres maladies. Donc ça permet de rester en meilleure santé.
On peut agir sur différents facteurs, sur ceux qui concernent notre mode de vie. On les connaît déjà tous, parce qu'on nous les répète souvent dans différents contextes. C'est agir sur son alimentation, agir sur sa consommation de tabac, agir sur sa consommation d'alcool, et puis être actif ou alors décider de rester sédentaire. C'est aussi éviter de s'exposer aux UV qui peuvent être nocifs, notamment en plein été sur la plage, puisque ça peut provoquer un cancer de la peau. Ça peut être aussi décider de se faire vacciner pour éviter le développement de certains virus qui peuvent être à l'origine de certains cancers. Alors voilà, ça c'est entre nos mains, mais malheureusement il y a des facteurs de risque sur lesquels on n'a pas prise. On n'a pas prise sur notre âge, on n'a pas prise sur l'histoire familiale, on n'a pas de prise sur certaines maladies qui nous touchent. Pour le cancer du sein, les facteurs sur lesquels on n'a pas de prise sont les suivants. Le sexe, vous avez vu que même si les hommes sont touchés, les femmes sont majoritairement touchées. L'âge, 80% des femmes qui sont touchées par le cancer du sein le sont après l'âge de 50 ans. Et puis, l'histoire familiale. Il y a malheureusement des histoires familiales avec des personnes qui sont touchées par le cancer et qui facilitent, entre guillemets, l'apparition de cancer chez les femmes de la famille. Alors la prévention, ça ne suffit pas. Si on peut effectivement aussi penser que le dépistage, ça fait partie de la prévention, en fait, faire du dépistage, ça ne va pas empêcher le cancer d'apparaître, mais ça va permettre de le prendre précocement. C'est pour ça que la Ligue contre le cancer se bat activement pour que toutes les femmes de Suisse puissent bénéficier d'un programme systématique de dépistage du cancer du sein. Alors ça fera sourire notamment mon collègue de dépistage du cancer, Béjune, puisque c'est un petit objet que j'affectionne particulièrement. C'est un porte-clés qui a été développé par la Société du cancer canadienne qui montre la première boule tout en bas, la plus grande, c'est une petite boule qui fait à peu près 3 cm sur le porte-clés. C'est ce qu'on est capable de détecter soi-même lorsqu'on fait de la palpation. Alors ça, c'est très bien de pouvoir détecter une éventuelle tumeur, mais vous le voyez, par rapport aux boules plus petites, c'est pas forcément le meilleur moyen d'agir précocement. La deuxième petite boule en dessus, qui fait à peu près 2 cm sur le porte-clés, c'est ce qu'un professionnel peut palper. La petite boule rose en dessus, rose clair, c'est ce qu'on peut voir lors d'une première mammographie. Et la boule, toute petite bille rose foncé, c'est ce qu'on peut détecter avec des mammographies régulières. On a de la chance à Neuchâtel, on a un très bon programme de dépistage qui est proposé depuis plusieurs années. Mais toutes les Suissesses ne sont pas logées à la même enseigne. Vous voyez qu'il y a encore des cantons où ces programmes n'existent pas. Et ça, c'est vraiment un combat important de la Ligue contre le cancer. Et pour terminer, puisque je pense que vous avez toutes et tous entendu parler de la Ligue contre le cancer, la Ligue neuchâteloise contre le cancer, je ne suis pas sûre que vous savez ce qu'on fait, ce qu'on y fait. Souvent, on nous dit, mais en fait, vous faites quoi? Alors, je profite de l'occasion pour vous dire qu'on est ouvert à tous les Neuchâtelois, que ce soit des personnes touchées par le cancer, les proches ou tout public, qu'on est une association à but non lucratif, qu'on vit de dons et de legs, et que notre mission principale, c'est d'accompagner les personnes touchées par le cancer, les proches, au niveau principalement social, parce que la maladie, elle touche plusieurs pans de la vie, et notamment, on va se retrouver dans des situations où il faut activer certaines assurances sociales, mettre en place certaines mesures pour pouvoir
le plus sereinement possible se soumettre au traitement. Et c'est ça notre rôle principal. On met aussi à disposition des lieux de rencontre, soit pour échanger, soit pour découvrir un atelier sur un thème en particulier, ou bien pour faire du sport ensemble, puisque c'est bon aussi pendant le cancer. Et puis, comme aujourd'hui, on organise ou on s'associe à des partenaires pour faire de la prévention et de la promotion de la santé. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue de l'Association pour le dépistage du cancer du sein, Béjune. Merci Katia, mais merci à tous. Je vais continuer avec la présentation. On a entendu un peu qu'est-ce que le dépistage, pourquoi est-ce que c'est important. Je vais essayer de donner quelques informations un peu complémentaires à ça. Tout d'abord, peut-être vous présenter notre illustration. On a travaillé l'année dernière avec une dessinatrice qui nous a fait un joli décor pour les campagnes de communication qu'on fait. Je pense qu'il faut glisser je pense à l'envers. Excusez-moi. Du coup, je me présente. Donc, je suis le responsable médical, je t'ai déjà présenté, de l'association pour le dépistage. On est basé à Delémont. On organise les programmes de dépistage de cancer du sein pour les 3 cantons, Jura, Neuchâtel pour la partie francophone du Jura bernois, ainsi que le dépistage du cancer du côlon pour les cantons de Jura et Neuchâtel. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comme je disais, essayer de donner quelques informations complémentaires, que dans les cas où vous aurez des questions, essayez de répondre à ça. Après, on est toujours ouvert à répondre si vous avez encore des inquiétudes, des questionnements. Donc, on a vu le cancer. Est-ce que, bon, d'accord, il existe, mais est-ce que ça vaut la peine de le dépister? Oui, non, pourquoi et comment? Et si oui, est-ce qu'on le fait? Dans le cas d'un programme de dépistage, on a vu qu'il y a des cantons où il n'y a pas de programme de dépistage. Est-ce qu'on va parler un peu des différences peut-être? Et finalement, comment fonctionne ce programme, puisqu'à Neuchâtel, il existe un programme de dépistage. Et Mme Sartori a montré justement, elle a posé cette question, est-ce qu'on peut éviter les cancers ou pas? On a parlé aussi de manière un peu générale des cancers. Et pour ce qui concerne globalement, si on se concentre sur les cancers du sein, on va essayer de répondre. Et le développement d'un cancer du sein, comme on s'était dit, il y a d'un côté, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque, et de l'autre côté, les facteurs protecteurs. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Donc, les facteurs, ce sont des facteurs qui vont augmenter ou diminuer les chances de développer un cancer. Donc, d'un côté, on a celles qui sont les méchants, et d'autre côté, celles qui sont les super-héros, ceux qui vont éviter le développement d'un cancer. Les facteurs de risque, comme ça a déjà été montré, et pour les cancers du sein, les 3 principaux, l'âge, le sexe, l'histoire personnelle ou familiale. Ces 3-là, on ne peut pas les choisir. Malheureusement, notamment pour les femmes, on a vu que c'est les femmes, 99% des cas de cancer concernent les femmes. L'âge, à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, les risques augmentent beaucoup plus importants. Et les personnes qui ont des histoires familiales ou personnelles, une dame qui a eu un cancer du sein, il a plus de probabilité de développer un deuxième, ou que dans sa famille, il y a des cas de cancer du sein, il a aussi un composant héréditaire, un composant familial. De l'autre côté, les facteurs protecteurs. Mais là, il faut faire attention, ça a déjà aussi dit, ce sont des facteurs qui, malheureusement, pour ce qui concerne le cancer du sein, ils ont un très peu poids pour la prévention. Et l'activité physique, la consommation d'alcool modéré, ne pas fumer, comme c'était dit, vont contribuer aussi avec un double impact, surtout d'autres types de maladies, les maladies cardiovasculaires, maladies osteoarticulaires ou autres. Mais pour ce qui concerne le cancer du sein, malheureusement, le poids des protections, il est assez faible. Une troisième catégorie que je voulais montrer, que des fois on entend, c'est des facteurs qu'il faut mettre dans une balance. Ce ne sont pas ni des facteurs, ils peuvent être dans un côté protecteur, mais de l'autre côté, ça peut être aussi des facteurs de risque. Mais ce sont des facteurs qui sont
peut-être nécessaire et important à une certaine étape de la vie d'une femme. Et on parle de thérapie de substitution hormonale, par exemple. Il y a certains, même si depuis 20 ans, la thérapie, les gynécologues essayent de diminuer les doses à des femmes qui ont la ménopause des thérapies de substitution, il y a certaines femmes qui ont déjà commencé, pour lesquelles c'est très compliqué, très difficile d'arrêter. Ils ne peuvent pas vivre sans. La contraception, une femme, pour des choix personnels, des choix de vie, va décider d'avoir une contraception. On a démontré qu'une contraception de long terme peut augmenter un tout petit peu les risques de développer un cancer du sein, mais c'est aussi un choix personnel qui n'est pas évident à renoncer. Une grossesse, la grossesse tardive augmente un tout petit peu les risques d'avoir un cancer du sein, mais encore une fois, ce sont des éléments qui sont importants à prendre en considération. C'est pour ça qu'on met la balance. Il faut voir les pros et les cons de ces facteurs au moment de discuter. Pour ça, c'est très important de discuter avec les médecins et trouver le bon équilibre. Pour complément, il y a malheureusement, parce que des fois on a tendance à dire oui, mais bon, je connais personne dans ma famille qui a un cancer du sein, donc du coup je ne suis pas concerné. Les études montrent que seulement entre 5 et 10% des cancers du sein, ils sont un composant héréditaire. Comme je dis, la plupart des cas de cancer du sein, malheureusement, on ne connaît pas tous les éléments. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la génétique, essayer de voir s'il y a des marqueurs tumoraux ou autres dans les chromosomes qui vont influencer un dépistage plus important. C'est beaucoup de la recherche, encore une fois. Malheureusement, pour beaucoup de dames qui tout d'un coup ils développent un cancer du sein, on ne connaît pas les raisons concrètes. Donc, comme ce n'est pas possible d'empêcher l'apparition d'un cancer du sein, qu'est-ce qui est la meilleure stratégie? C'est essayer de les dépister. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on va proposer un dépistage. Il faut dire, comme vous avez vu la carte de la Suisse, on peut faire dépistage et dépistage. Dépistage dans le cadre d'un programme organisé ou dépistage, c'est ce qu'on appelle un dépistage opportuniste. C'est un dépistage dans un endroit où il n'y a pas de programme. Et ça existe, donc ça ne veut pas dire que les autres femmes qui habitent dans les cantons où il n'y a pas de programme, ils n'ont pas de dépistage. Et les font, mais les font de manière individuelle à travers de leurs médecins. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des programmes de dépistage? Il faut certains critères. Il faut répondre à certains critères qui vaut la peine d'un point de vue de santé publique. Il faut se rappeler qu'un dépistage, ça atteigne une population globale. Donc, du coup, il y a certains critères. Quels sont ces critères? Il faut qu'il s'agisse d'une maladie qui est fréquente. On a vu que le cancer du sein, c'est la première cause de cancer chez les femmes, donc c'est important. Il faut qu'il existe un test proposé qui soit facile à réaliser, accessible aux femmes. Et on va voir la mammographie. Le programme de dépistage de Béjun travaille avec 12 instituts de radiologie. Donc, il y a la mammographie un peu partout. Qu'elle soit économique, on va voir combien ça coûte, et qu'elle soit acceptée par la population. Il faut pouvoir proposer un traitement à la suite de la découverte. Ça ne sert pas à grand-chose de dire à une personne on a découvert quelque chose et par la suite on ne peut rien faire. Donc, pour les cancers du sein, si on les découvre, on va pouvoir proposer un traitement. Et que les chances de guérison à travers de la découverte de cette maladie par le dépistage vaut la peine, soit meilleures, les options de guérison soient meilleures que si on les fait en dehors de dépistage. Pour rappel, c'était déjà montré, donc on parle de 6500 cas de cancer du sein en Suisse chaque année, dont 1400 décès. Et pour Neuchâtel, on a 155 cas et 29 décès par année. Et on estime qu'environ une femme sur 8, tout au long de leur vie, va être confrontée à un cancer du sein. Donc, c'est important, c'est quelque chose, si on voit une sur 8, c'est quelque chose, c'est presque jeter un dé. Il a 6 faces, ici c'est un tout petit peu moins, 1 sur 8, mais c'est assez important et c'est quelque chose pour lequel on travaille et c'est pour ça qu'on propose. Pourquoi est-ce qu'on propose le dépistage à partir de 50 ans? Les chiffres, ça c'est les chiffres d'enregistrement des maladies oncologiques. On voit dans la deuxième partie de l'âge, je ne peux pas les... Mais vous savez, à partir de 50 ans, la courbe et l'incidence du nombre de cas augmente significativement. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur cette population parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de cas. Et du coup, si on voit entre 50, 69 et 70 et plus, on voit qu'il y a à peu près plus de 80% des cas qui sont dans cette tranche-là. C'est pour ça qu'on se concentre sur cette population encore une fois. Est-ce que
Donc la mammographie. Donc maintenant on a parlé de dépistage, on a le test qui c'est la mammographie. Avant c'était la mammographie argentique, aujourd'hui on a passé au numérique, c'est une mammographie numérique. Est-ce qu'elle est utile ou pas? Je voudrais montrer cette question qu'on est des fois confronté dans les programmes de dépistage. Certaines femmes, elles pensent que malgré le fait que la mammographie existe, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Pour quelle raison? Parce que je vais chez mon médecin et je fais des contrôles réguliers. Très bien. Parce que je fais l'autopalpation des seins. Donc je connais mon corps, tout va bien et pas besoin de mammographie. Parce que quand je vais chez le médecin, il me fait une échographie. Parce que je n'ai pas de symptômes. Ou j'ai ajouté, j'ai oublié là, parce que personne dans ma famille est concerné par un cancer du sein. Ou parce que finalement, qu'on les trouve par le dépistage avant ou après, de toute façon aujourd'hui on va guérir le cancer, on va avoir les mêmes traitements et c'est pareil. Tous ces éléments, les trois premières, sont importants dans la vie, de la santé d'une femme. C'est très important d'aller de un contrôle chez le gynécologue. Il va profiter, si c'est un certain âge, de parler de fertilité, de contraception, parler de ménopause, si vous avez un certain âge. Il va pouvoir profiter de faire peut-être un frottis aussi, et dépistage de cancer du col de l'utérus, va faire une échographie, va vous rassurer par rapport à la palpation, par rapport au sang. Donc ça, c'est très bien, mais c'est un complément. Et on va le voir, ça ne remplace pas la mammographie parce qu'à ce moment-là, on n'a pas, l'échographie ne permet pas de regarder de la même façon les images, une lésion qu'on pourrait détecter lors de la mammographie. Et les symptômes et les chances de guérison, on va voir après. Donc, la mammographie, pour répéter, c'est la meilleure stratégie pour détecter le cancer. L'idée, c'est essayer de les détecter à les stades les plus précocement possible pour offrir les meilleures chances de thérapeutiques et de guérison avant l'apparition des symptômes. Et les autres, comme je dis, ce sont des compléments à la mammographie. Un ne remplace pas l'autre. Idéalement, il faudrait faire les tout. Pourquoi est-ce que donc le dépistage est important? On parle en moyenne, la plupart des cancers, ils tardent 10, 12, voire 15 années à se développer. Donc du coup, quand on a des symptômes, normalement, c'est que c'est trop tard. On est dans l'autre côté, c'est que c'est déjà trop grand et trop tard. Plus petit, on ne va pas avoir des symptômes. Donc du coup, les dames qui vont être faussement rassurées parce qu'il n'a rien, et on va voir qu'on a une perte des chances de pouvoir faire ce dépistage. Et donc, encore une fois, le message qu'on répète, c'est qu'on essaie justement avec ce dépistage, si on le répète de manière régulière tous les 2 ans la mammographie, on va essayer d'avoir des chances de trouver une lésion si apparaissent par rapport à une mammographie antérieure ou qui évolue, on va voir aussi s'il y a un changement, et essayer d'agir le plus précocement possible. Est-ce que le dépistage est utile? Donc, on a vu maintenant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est possible, pourquoi, mais est-ce que c'est utile ou pas? Et pour répondre à cette question, je voudrais vous montrer 2 études qui ont été faites récemment. Les premières, c'est une étude de monitorage qui concerne tous les programmes en Suisse, tous les cantons qui ont un programme de dépistage. Donc, le département d'épidémiologie Unisanté associé à l'Université de Lausanne est mandaté par nos sociétés fêtières pour mener ce monitorage de tous les programmes. Donc vous allez dire, bon d'accord, vous regardez vous-même, c'est ce que vous faites. Et c'est ce qu'ils font les chercheurs, ils regardent si nos programmes répondent à certaines normes européennes et certaines normes internationales. Donc, il nous met à côté de ce qui est recommandé. Donc, on a tout un paramètre des indicateurs sur la participation, sur les temps de délai qu'il faut envoyer les résultats, sur la prise en charge, sur les suivis des dames qui vont avoir une mammographie. Donc, et les 2 point plus important que je voulais vous montrer de ce monitorage et qui a été publié cette année, et tout récent, c'est la stadification des cancers. On parle justement des stades précoces, il faut dire stade 1 plus petit, et stade 4, c'est ce qu'on appelle les métastases, donc entre les 1 et 4 et les 2 et les 3. Et donc, on va essayer. Les pointillés en vert que vous voyez au graphique, c'est ce qui est le minimum recommandé, et la zone en vert, c'est ce qui est idéal.
Donc, les traits rouges et foncés, les vifs, c'est les dames qui font des dépistages régulièrement. Et l'autre trait, un peu plus gris, c'est les femmes qui font un premier dépistage. Et dans les deux cas, autant les dames qui font un dépistage pour la première fois que celles qui font des dépistages régulièrement, on est au-dessus de cette pointillé. C'est-à-dire qu'on détecte des stades précoces. Donc, c'est déjà bien et on répond à ces normes. Qui dit stade précoce dit taille précoce, taille petite. C'est ce que, comme a montré Mme Sartori par rapport à son porte-clés, idéalement, c'est les petites boules qu'on ne va pas pouvoir les détecter ni à la palpation, ni chez le médecin, ni soi-même. Du coup, c'est ce qu'on essaye de voir. Et on voit que pour les deux cas, soit première participation, soit participation répétée, on est dans la zone verte, on est un bon pourcentage des cancers. Presque 30%, 1 sur 3 sont des tailles petites. Donc là, on va voir pourquoi est-ce que c'est important. Et pour ça, les 12e étude, c'est une étude qui vient d'être publiée il y a un mois. C'est associé par l'Université de Luzerne, où ils ont comparé les types de cancers qui sont détectés dans les cantons où il y a un programme de dépistage versus les cancers qui sont détectés dans les cantons où il y a un programme de dépistage. Et ça, c'est très important pour nous et pour la population, parce que c'est ce qui a montré, parmi tous les données qui ont montré, il y a des tableaux, mais on va faire simple, on va se concentrer sur la population 50-69 ans, et on voit, encore une fois, si on parle des stades 1, on va voir, désolé pour les cercles, ça ne se voit pas, mais vous voyez les 34, je vais faire, mais là, 34 versus 47 par 8, c'est opportuniste. Donc, c'est un dépistage qui se fait de manière opportuniste dans les cantons où il n'y a pas de programme. Et or, c'est organisé. Et on voit que les pourcentages des cas et des cancers détectés en stade précoce, elle est de 47% versus 34% seulement. Ça veut dire que dans les cantons où il n'y a pas de programme de dépistage, on détecte les cancers un peu plus avancés. Donc, c'est ce qui montre cette étude et c'est très important pour nous. Donc, c'est 12% de différence. Elle est négative parce qu'elle est vue d'un côté à l'autre, mais c'est un 12% de différence qui est positif, en fait. Et voilà, en conclusion par rapport à ça, les buts, encore une fois, de programme de dépistage, c'est de découvrir les plus petites tailles possibles avec une atteinte ganglionnaire moins élevée. Les ganglions sont les centres de défense par lesquels on peut circuler quand il y a un stade avancé de cancer. Donc, du coup, on voit que dans les cantons où il y a un programme, on va avoir des stades plus précoces, des tailles plus petites, sans atteinte ganglionnaire. Et par conséquent, si bien ce sont des hypothèses, parce qu'on n'a pas des études qui vont montrer exactement des coûts et des études de coûts, mais les hypothèses, c'est qu'on va avoir justement moins de doses de chimiothérapie, et on va avoir moins de recours à la mastéctomie, ça c'était démontré dans des études ailleurs, dans l'étranger, et des traitements moins invasifs, qui dit moins invasif, dit moins coûteux. Donc, du coup, il y a un bénéfice qui est à plusieurs niveaux. Et le but principal, c'est justement de permettre à ces femmes d'avoir une meilleure qualité de vie. Encore une fois, aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, même s'il y a un stade qui est plus avancé, les cancers du sang, la plupart des temps, on va pouvoir les guérir. Même s'ils sont des stades de 2, 3, voire 4, on va permettre 5 ans après que la dame continue en vie. Mais avec peut-être une répercussion plus importante que si on l'avait trouvé plus petit. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on ne va pas gagner forcément en mortalité à long terme, mais on va gagner, la femme va essayer de gagner en qualité de vie. Quelques mots aujourd'hui, ça c'était la partie que c'était Madame Nathalie Fleury, la directrice de l'association, qui devait présenter. Malheureusement, elle s'excuse pour un souci. Et donc, je vais faire sa présentation. Encore une fois, donc, on organise les 2 programmes de dépistage cancer du sang pour l'espace Béjun, et Jura-Neuchâtel, la partie de Jura-Bernois, et cancer du côlon pour Jura et Neuchâtel. Et on est situé à Delémont. Encore une fois, par rapport à la carte de la Suisse, on voit qu'autant pour les cancers du sang que pour les cancers du côlon, on a une différence, la partie centrale qui n'a pas encore de programme. Mais la bonne nouvelle, je dirais, c'est que grâce à ces études qui montrent qu'il y a une certaine efficacité, qu'il y a un certain gain pour la population, les autres cantons commencent aussi à se poser des questions. On espère bientôt puissent mettre en place aussi des programmes. Et on va voir à la fin
pourquoi est-ce que c'est différent d'avoir un programme de dépistage par rapport à les cantons qui ne l'ont pas. Comment on participe? Donc nous, on a les bases de données, à partir, c'est les registres de population qui nous envoient les dames à partir de 50 ans ou celles qui déménagent dans notre espace, Béjune, entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, on va envoyer une invitation à participer à la mammographie. Si la dame ne donne pas réponse et qu'elle ne fait pas la mammographie dans les 3 mois, on envoie une lettre de rappel. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, qu'on a énormément de taux de rappel. C'est comme si les dames reçoivent l'invitation, ils se citent, ils les laissent dans un coin et ils se citent. 3 mois après, on envoie les rappels et ça, c'est l'élément déclencheur que finalement, ils prennent les rendez-vous, ils font la mammographie. Voilà. Mais cette invitation, c'est une invitation que vous recevez, les dames reçoivent à la maison, qui explique un peu tous les tenants et aboutissants de la mammographie, pourquoi, comment, combien ça coûte, comment faire. On annexe à cette invitation la liste des instituts. On a 12 instituts de radiologie avec lesquels on travaille. C'est le libre choix de la dame de pouvoir prendre les rendez-vous où est-ce qu'elle veut. Notamment ici, il y a les 2 sites au RHN où les femmes peuvent faire aussi les dépistages. On annexe un questionnaire de santé avec tous les renseignements médicaux, administratifs ou autres et le consentement de la dame pour pouvoir participer. C'est important. Et aussi un coupon-réponse. Dans les cas où une dame il a eu malheureusement déjà passé par un cancer du sang, il faut savoir que le cancer du sang, c'est un critère d'exclusion. Les dames qui ont eu un cancer du sang doivent être suivies en dehors du programme de dépistage et la mammographie de dépistage n'est pas adaptée à leur situation. Donc, du coup, ils peuvent nous le communiquer. S'ils ne souhaitent pas le faire ou s'ils ont un autre problème de santé, ils peuvent nous communiquer. On peut reprogrammer une nouvelle invitation selon les souhaits de la dame. Et enfin, on a la brochure que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu ou pas reçu, dehors il y a quelques exemplaires, c'est la brochure sur le dépistage du cancer du sang par la mammographie. En tout ça, on envoie tous les 2 ans. Comment ça se fait le dépistage? Donc, si la dame décide de faire la mammographie, de prendre rendez-vous dans un institut de radiologie, elle va faire la mammographie, il a une double lecture. Donc, il y a une lecture qui se fait dans l'institut par un des radiologues de l'institut où la mammographie est faite et une autre lecture qui est par un radiologue indépendant. Donc, ils ne savent pas les résultats, ils ne se communiquent pas et comme ça, on augmente les chances d'avoir une fiabilité. Dans les cas où il y a une concordance, le résultat sort. Dans les cas où il y a une discordance, un dit positif, l'autre dit négatif ou vice-versa, il y a un 3e lecteur, un 3e radiologue plus expérimenté qui va trancher, il va donner l'avis final. Et donc, si la mammographie, elle trouve rien, tant mieux, et elle est négative, c'est ce qu'on appelle, la dame, elle est réinvitée 2 ans après pour faire une nouvelle mammographie. Dans les cas où on trouve quelque chose, soit parce que c'est une nouvelle personne dans le système, soit parce que malgré le fait qu'il avait les comparatifs d'il y a 2 ans, on voit qu'il a une lésion qui a évolué ou qui a changé, on va recommander au médecin d'adresser la dame pour des investigations complémentaires. Les investigations complémentaires peuvent être une nouvelle mammographie, faire une échographie, faire une biopsie, faire une IRM et différentes possibilités. Et la prothèse mammaire, c'était aussi un petit point par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours un critère d'exclusion? Non, ce n'est plus le cas. C'est pour montrer l'évolution qu'il y a eu jusqu'à 2013. Les dames qui avaient des prothèses mammaires étaient exclues. On avait à croire qu'il avait un risque plus augmenté d'avoir un cancer du sang, de développer. Donc, du coup, on préférait, les programmes étaient d'accord pour exclure ces dames parce que c'était mieux de faire des examens complémentaires tout de suite. Et après 2013, on a commencé à changer. On recommande par contre de faire une échographie complémentaire dans les cas où l'image de la mammographie n'est pas complète, il ne permet pas de visualiser tout le tissu de la dame. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, oui, les dames qui ont des prothèses, elles peuvent faire aussi la mammographie. Combien ça coûte? Il faut savoir que la mammographie, c'est un examen qui est remboursé par l'assurance de base avec extension de franchise. Donc, il reste que la quote-part à la charge de la dame, c'est ce qui représente 18 francs 50. Donc, nous, on considère que c'est à moindre coût pour une prestation de qualité, on va voir, de qualité. Et pourquoi de qualité?
parce que, justement, quand on a un programme de dépistage, on a vu qu'on a ces rapports de monitoring qui est mandaté, où on est suivi, mais tous les acteurs qui sont autour d'un programme de dépistage vont être monitorés et vont être contrôlés en quelque sorte. On doit répondre à certaines normes, on doit être sûr que c'est ce qu'on fait est de qualité, on a des standards. Donc, déjà, en commençant par les invitations au centre de dépistage, il faut qu'on couvre la population. Si on envoie des invitations seulement à 100% de la population, ça ne sert pas à grand-chose. Et du moment que les dames font la mammographie, dans les sites de mammographie, les techniciens en radiologie vont être évalués par rapport à la qualité de la mammographie qu'elles font et est-ce qu'ils doivent être répétés ou pas. Ils ont toute une grille d'évaluation. Comme je disais, la mammographie elle est lue par 2 lecteurs radiologues, mais les lecteurs aussi sont évalués. On va comparer ce qu'ils font des faux. Est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait quelque chose et finalement ça s'avère que c'était rien, ou vice-versa, ils ont loupé quelque chose et on le découvre après. Ils sont aussi évalués par ça. Les appareils de mammographie, et je pense qu'on va avoir un mot par physiciens qui vont nous présenter, sont aussi les appareils contrôlés régulièrement, une fois par année, que ce soit la radiation, que ce soit les écrans pour la lecture. Et on a l'Institut de radiophysique qui évalue ces appareils. Et on doit suivre les dames qui ont des résultats de mammographie positifs, s'assurer qu'ils ont fait les examens complémentaires et on va être en contact avec les gynécologues, avec les instituts de radiologie et on va être tous finalement tous évalués. Et quels sont donc ces résultats de cette évaluation? Encore une fois, je me réfère à cette monitoring qui a été fait cette année. Pour ce qui concerne les programmes Béjun, on a envoyé dans la période 2019, c'est une évaluation qui couvre la période 19-21, on a envoyé 56 000 invitations et on couvre, je disais, on couvre presque 99% de la population. On a quelques erreurs des fois d'adresse qui nous viennent en retour, mais sinon, on a tout le fichier populationnel. Donc, on essaye d'envoyer les lettres à toutes les femmes qui peuvent être concernées par les programmes. Donc, on couvre toute la population. On a réalisé presque 35 000 mammographies. Dans l'année 2020, on a dû stopper un peu à cause de la Covid, qui a été rattrapée heureusement dans 2021. Donc, du coup, sur la période, il n'y a pas eu vraiment une influence. Et avec un taux de participation, une réponse des dames qui font la mammographie de 60%. Et là, il faut savoir que le monitorage a montré qu'en Suisse, la moyenne de participation nationale est de 40%, la participation dans les cantons où il y a un programme, elle est de 40%. Nous, dans l'espace Béjun, on est à 60%, on est les programmes avec les taux de participation les plus importants en Suisse, on est fiers, on continue à faire, donc je pense que ce type d'initiative de faire ce type de conférences aide aussi, probablement nous aide certainement à continuer cette bon taux de participation. Fidélisation aussi, on est à presque 90% de fidélisation, c'est-à-dire les femmes qui font une première mammographie, on a montré que des fois ils hésitent. La première mammographie, c'est la plus difficile parce qu'il a des craintes, on va voir ça, je pense qu'avec la présentation suivante, il a certaines craintes réticentes à faire la mammographie, mais une fois qu'ils le font et qu'ils se rendent compte que finalement l'expérience valait la peine, elles le font. Donc, ils reçoivent l'invitation, ils font. Donc, on a presque 90% de participation et on a pu détecter dans ces 3 années presque 200 cancers du sang et 70% en stade précoce. Encore une fois, la notion de stade précoce. Et voilà, j'ai fini. Désolé si j'étais trop long, j'ai trop parlé, j'ai parlé trop, mais voilà. Bonsoir à tous. Bon, merci d'être aussi nombreux et nombreuses parmi nous. On va passer à la dernière partie de cette conférence ce soir, qu'on a imaginé vraiment en table ronde. Le but étant de répondre à vos questions et aussi de répondre à toutes ces idées qu'on a autour de la mammographie et du mammographe. Et pour cela, donc, on va
on va être entre experts et vous allez avoir accès en fait à toutes ces super personnes que j'ai le plaisir de présenter. Donc encore une fois, vous avez la doctoresse Karen Kinkel, qui est médecin-chef de service en radiologie à la Chaux-de-Fonds, et à côté le docteur Patrick Weber, qui est physicien. Et également, on avait avec nous une technicienne de radiologie, experte en mammographie, Madame Pauline Morel, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, que je vais remplacer. Moi, je suis la doctoresse Sab, médecin radiologue, aussi spécialiste en imagerie de la femme. Alors, on va directement s'attaquer au sujet, c'est-à-dire on va rentrer en détail pour vous expliquer qu'est-ce que le mammographe, comment est-ce que ça marche, la mammographie en soi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va se préparer à faire cet examen, quel va être son déroulement, et puis bien sûr les résultats. Qui lit les résultats et surtout qu'est-ce qui se passe après, parce que c'est aussi ça qu'on se pose comme question. Alors, le mammographe, comment ça marche? Eh ben, ça utilise des rayons X. C'est des radiographies qu'on fait en 2 dimensions. Un peu comme si vous cassez le bras, c'est à peu près la même chose, mais on prend les seins. Il y a, comme César l'a déjà dit, des contrôles de qualité qui sont hebdomadaires et des contrôles annuels externes par des entreprises indépendantes, et ça par loi fédérale. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé à chaque étape. Et puis, une des premières idées reçues qu'on peut avoir, c'est la mammographie m'irradie trop et me donne le cancer du sein. Et c'est une question qu'on va poser à Patrick Weber. Comment est-ce qu'on avance là? Comme ça? Ouais, parfait. Bon, je vais essayer d'y répondre. Je garantis pas que ça marche, mais alors juste globalement pour introduire un peu le sujet, on va parler quand on parle d'irradiation, on parle de différentes choses. En particulier pour la mammographie, on va parler d'ondes électromagnétiques. Donc un rayonnement. Dans ce cas-là, ce sera une onde électromagnétique. Alors les ondes électromagnétiques, on en a entouré un peu partout. La lumière visible qui sort des lampes ici, c'est un rayonnement électromagnétique, une onde électromagnétique. Tout comme les rayons X ou les ondes radio, le Wi-Fi que vous avez à la maison ou les ondes qui sortent de votre téléphone. Ce qui différencie un peu toutes ces ondes électromagnétiques, c'est leur fréquence ou leur énergie, qui est la même chose que leur fréquence, ou leur longueur d'onde, encore une fois la même chose. Et puis, on voit dans le petit dessin qui est à gauche là de l'image que vous avez quelque part dans l'ultraviolet une sorte de limite entre des ondes électromagnétiques qui, d'un côté, sont dites non ionisantes, donc pour l'instant pas dangereuses pour nous, et puis de l'autre côté, des rayonnements qu'on appelle ionisants. Et puis donc, dans ces rayonnements ionisants, donc ionisant, ça veut dire que l'onde électromagnétique a suffisamment d'énergie pour arracher un électron à la matière, enfin bref. Et puis là-dedans, on a des rayons X. En particulier. On a aussi des rayons cosmiques, gamma, bon bref, on va pas entrer dans le détail. Et puis finalement on est entouré de ces ondes et d'autres types de rayonnements, parce que je vais pas encore une fois aller dans le détail, mais on peut avoir du radon. Le radon, c'est un isotope radioactif, donc c'est un noyau qui se désintègre et puis qui émet des particules alpha. Et puis ce radon est présent dans les sous-sols et puis remonte à travers les différentes failles qu'on a dans le sol et puis se retrouve à un moment donné dans votre maison. Et puis se fixe sur des poussières et puis dans l'air que vous respirez et puis vous respirez ce radon et puis ce radon 222 se fixe dans les branches, se désintègre en polonium 218 qui lui se fixe vraiment et puis bouge plus de là et puis émet des particules alpha tout au long de votre vie. Puis ça génère des cancers du poumon. On a aussi du rayonnement cosmique, donc c'est des particules qui ont une énergie énorme, qui arrivent depuis le Soleil, mais pas que, ça arrive depuis notre galaxie, depuis aussi d'autres galaxies, donc de très loin. Et puis ces particules qui ont une aussi grande énergie, quand elles entrent dans l'atmosphère, interagissent avec les atomes qui composent l'air, et puis génèrent tout un tas de trucs, on appelle ça une cascade électromagnétique.
en particulier des pions, des kaons, des protons, des positrons, un tas de trucs comme ça. Et puis finalement, sur Terre, au niveau du sol, hein, ce qu'on retrouve, c'est essentiellement des muons cosmiques et des neutrons. Voilà, donc on est irradié en permanence par ces particules. Hein. Sur 1 mètre carré, il y en a environ 1 par seconde qui arrive, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà, donc c'est un petit schéma issu de l'Office fédéral de la santé publique qui montre les principales composantes de l'irradiation de la population en Suisse. Donc vous avez des valeurs moyennes pour la population. Et puis vous voyez dans cette espèce de diagramme-là que la principale contribution à l'irradiation de la population en Suisse, c'est le radon, qui contribue pour 3,3 millisieverts par an. Alors les millisieverts, c'est une unité de dose. Hein. Et puis au-delà de ces 3,3 millisieverts, ensuite on a d'autres composantes plus petites, comme le rayonnement cosmique que je viens d'expliquer, le rayonnement terrestre, parce qu'il y a d'autres isotopes dans la croûte terrestre qui peuvent nous irradier aussi, le potassium 40 dans les aliments qu'on mange, et puis qui se fixe dans les os, et puis qui nous irradie de l'intérieur. Le tabagisme, les vols en avion qui contribuent assez modestement à cette irradiation. Et puis vous avez une partie imagerie médicale. Bon, ça a l'air assez grand, là, comme ça. Mais on va voir que pour la mammographie en particulier, c'est une toute petite partie de cette contribution. Au total, on a environ, c'est juste pour que vous ayez une idée, hein, environ 6 millisieverts par année avec toutes ces contributions-là. Si vous faites le total de tout ça, vous avez environ 6 millisieverts par année. Voilà, alors sur ce dessin, vous avez une liste d'examens médicaux en imagerie. Et puis, ce que vous pouvez voir là-dedans, dans cette grande liste, c'est que une mammographie, ça représente environ 0,4 millisieverts. Ça, c'est la dose pour un examen. Et puis, par comparaison, si vous faites un examen au scanner, donc CT, c'est le scanner, vous avez une dose qui est plutôt entre 2 et 10, ou voire un peu plus, millisieverts. Donc, c'est quand même tout à fait petit comme dose. Alors, pour estimer le risque, parce qu'évidemment, quand on se fait irradier, ça représente toujours un risque. Et puis ce risque pour une irradiation, c'est le cancer radio-induit. On se base sur des modèles statistiques, hein, parce qu'on peut jamais dire quand on a un cancer, ce cancer est dû à une irradiation. Ça, c'est pas possible. Donc, on est obligé de faire des modélisations. Et puis, ce risque, il a été publié dans différents articles. Et puis là, c'est juste un extrait d'un article. Et puis, on peut voir que dans ce tableau-là, qui n'est pas très clair, mais que j'ai essayé de résumer juste en bas, que pour les 12 examens qui représentent le dépistage du cancer du sein, donc 12 mammographies entre 50 et 74 ans, le nombre de cancers radio-induits, c'est environ 40 pour 100 000 femmes. Donc, ça fait 0,04%. Voilà. Donc, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un risque. Hein. Si vous prenez la voiture, je ne sais pas quel est le risque par kilomètre, mais certainement plus grand que ça. Si vous fumez, c'est un risque. Si vous faites de l'alpinisme, c'est un risque. Si vous faites, je ne sais pas quoi, de la plongée sous-marine, c'est un risque, etc. Et puis, dans le tableau qui est en haut à droite, on représente le rapport entre les cancers qui sont détectés par rapport aux cancer radio-induit, justement. Et puis, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'à partir de 40 ou 45 ans, ce rapport devient très grand. C'est-à-dire que le nombre de cancers détectés par rapport au nombre de cancers radio-induits est vraiment important. Donc là, ça vaut vraiment la peine. Et puis, c'est pour ça que le dépistage n'est pas proposé pour des femmes qui sont plus jeunes, à moins qu'il y ait un risque complémentaire, hein, mais globalement. Voilà, alors comme on l'a dit déjà tout à l'heure, dès qu'on délivre des radiations à des patients en Suisse, on doit suivre toute une série de règles. Et puis ces règles, elles sont définies dans une loi sur la radioprotection, dans différentes ordonnances, dans des directives, des recommandations, etc. Et puis, finalement, c'est assez compliqué parce qu'il faut justifier pourquoi est-ce qu'on va délivrer des rayonnements, il faut ensuite optimiser la dose qu'on délivre, etc., etc. Les machines doivent répondre à
un cahier des charges et puis un nombre de contrôles qualité assez important qui sont décrits dans le tableau, que vous n'avez pas besoin de lire, mais vous pouvez voir là-dedans juste que il y a un certain nombre de choses qui sont faites de façon hebdomadaire et puis un certain nombre d'autres contrôles qui sont faits annuellement. Donc, au final, si on a bien compris, Patrick, la mammographie Mira dit trop et me donne un cancer du sein, la réponse, c'est non. Une mammographie, c'est 0,4 millisieverts tous les 2 ans. On est bien plus inquiet par l'irradiation naturelle du radon et de ce qu'on mange apparemment. Voilà. Donc, on passe à la deuxième partie qui est la mammographie. Quels vont être les préparatifs? Comment ça va se passer concrètement? Alors, vous avez déjà vu avec César, on va vous donner un questionnaire qu'il va falloir remplir et nous ramener le jour de votre examen. Vous aurez choisi l'établissement où vous voulez faire votre mammographie dans la liste. Ça dure 15 à 20 minutes, donc c'est très très court. Et puis c'est réalisé par un ou une technicienne de radiologie qui est vraiment agréée en mammographie de dépistage. Alors là, ça aurait été Pauline qui aurait dû prendre la parole, mais je vais la remplacer. Elle vous aurait dit qu'ils passent une formation obligatoire avec un quota. Ils ont une évaluation qui est constante. Ils doivent en fait faire plein d'évaluations et plein de quotas, qui fait qu'ils sont tout le temps surveillés et vérifier leur travail et continuellement évalués. Une fois que vous allez venir à l'hôpital ou dans une autre clinique pour vous passer votre mammographie, c'est important de savoir qu'il ne faut pas mettre de déodorant, pas de crème, pas de lotion, en gros, rien du tout sur vous avant. Pourquoi? Parce que ça peut nous créer de fausses images. C'est une couche que vous allez mettre sur votre peau et il faut éviter ça le jour de la mammographie. On fait 2 incidences par sein. En haut, vous voyez l'incidence de face et en bas, l'incidence en oblique. Et on fait cela pour avoir au final 4 clichés pour les 2 seins et dégager le sein dans les 3 plans de l'espace. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça, c'est une mammographie de dépistage. Vous voyez sur votre gauche les clichés de face, sur votre droite les clichés en oblique. On voit les cadrans externes, internes, supérieurs, inférieurs. En gros, on voit tout le sein. Et puis, c'est vrai qu'une idée qui est souvent répétée par toutes les femmes, c'est que j'ai pas envie de faire de mammographie parce que j'ai pas envie d'avoir mal. Alors, on va essayer aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire pour vous convaincre du contraire. Alors, oui, il va falloir comprimer ce sein. Mais il y a de bonnes raisons qu'on fasse ça, mesdames. Déjà, étaler les différentes composantes du sein. Comme vous voyez sur cette grappe de raisin, lorsqu'on va étaler et donc comprimer ce sein, on va pouvoir détecter ce petit raisin qui n'est pas aussi bon que les autres. On va aussi diminuer l'épaisseur du sein et donc diminuer la dose, cette fameuse dose d'irradiation. Et puis, on va maintenir le sein pour éviter un cliché flou, parce que vous savez que la radiographie, c'est comme de la photo. Donc, si vous bougez dans tous les sens, c'est flou et il faut refaire. Donc, la compression, elle est, oui, nécessaire. Mais alors, comment est-ce qu'on va diminuer ce désagrément? Aujourd'hui, nos machines, elles ont des contours et des angles qui sont plus anguleux, qui respectent un petit peu mieux la morphologie des femmes. Vous allez me dire, il était temps. Ensuite, la compression, elle est douce et en collaboration avec le ou la TRM. On va vous montrer un exemple en vidéo. Et bien sûr, la compression ne dure que quelques secondes. Donc vraiment, tout ça, vous allez voir, c'est très rapide. Là, je vous montre sur cette vidéo que la TRM, elle va accompagner et protéger le sein avec sa main. D'accord? Et vraiment accompagner cette compression et elle sera tout le temps à côté de vous, à vos côtés. C'est pas quelque chose qu'on va vous faire tout seul. Et encore une fois, la TRM, elle sera à côté de vous et c'est important d'être au maximum décontracté. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là disponible pour répondre à vos questions. Et tout ça, ça permettra un positionnement plus rapide, plus facile du sein. Oh, j'ai zoomé. Hop. On va pouvoir dégager plus de sein et donc avoir une meilleure qualité de cliché. Et puis, le relâchement va également diminuer le ressenti de la gêne.
Donc au final, deuxième idée reçue, la mammographie, ça fait très mal. La réponse, j'espère que vous êtes convaincus, c'est non. La compression, oui, elle est nécessaire pour avoir une qualité optimale de cliché, mais elle est courte et puis elle est tolérée grâce à l'accompagnement du personnel et au confort des machines aujourd'hui. Troisième partie, on va parler maintenant des résultats. Alors, qui lit les résultats? Comment ça se passe? Et surtout, quelle est la suite? Et c'est le doctoresse Kinkel qui va venir nous répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup Inès. Alors effectivement, la mammographie, elle est lue par un médecin radiologue qui doit prouver qu'il en lit au moins 1000 par an. Et je vous dis que c'est très contrôlé par ce monsieur-là, entre autres. Donc on doit tous, on est vraiment contrôlé de manière très stricte sur le nombre de mammographies. Si on n'en a pas lu assez, soit on est obligé d'arrêter, soit on doit faire une formation complémentaire pendant laquelle on lit le nombre de mammographies qu'on n'a pas lu pour atteindre ce chiffre-là. Un deuxième radiologue qui est donc le deuxième lecteur au centre de dépistage, il a encore des critères de qualité plus importants. Il doit en lire 2000 par an. Donc ce sont vraiment des personnes qui ne font presque plus que ça. Et puis en plus, ça ne se lit pas sur un simple PC. On a des écrans diagnostiques spécifiques qui sont de très haute résolution, qui valent relativement cher, mais qui sont dédiés à cette activité. Et puis en plus, en général, le radiologue qui lit les mammographies de dépistage doit être dans le noir complet pour pas avoir de réflexion sur l'écran, pour ne pas diminuer la capacité qu'a mon œil à détecter des petits points sur une mammographie de dépistage. Donc tout ça, c'est dans un cadre bien spécifique. Si les deux radiologues sont du même avis, c'est simple, le résultat est validé et puis vous allez recevoir cette fameuse lettre. Si par contre le deuxième radiologue n'est pas du même avis que le premier, qui a pu peut-être être fatigué ce jour-là, c'est rattrapé par le deuxième. Et puis si justement il y a une discordance, il y a encore un troisième qui vérifie que le deuxième radiologue n'a pas surévalué ou n'a pas été trop angoissé ce jour-là. Donc, il y a quand même un bon contrôle pour éviter les rappels soit inutiles, soit insuffisants. Et la transmission du résultat est par lettre écrite qui vous arrive à la maison. Donc, soit c'est une lettre qui dit « tout va bien, vous devez faire une nouvelle mammographie dans 2 ans », soit c'est une lettre qui vous invite à des examens complémentaires. Mais Karen, alors, moi j'ai reçu une lettre d'invitation à des examens complémentaires. Donc j'ai forcément un cancer. Alors, pas du tout. Il ne faut pas paniquer quand vous recevez cette fameuse lettre, puisque dans beaucoup de cas, en fait 5% de la population, presque 7, a des seins qu'on appelle denses. Vous voyez cette mammographie qui vous montre des seins relativement blancs. Alors, blanc veut dire beaucoup de glandes, pas beaucoup de graisse, et malheureusement, un cancer du sein peut représenter une petite tache blanche. Blanc sur blanc, c'est difficile à voir. Donc, on reconnaît nos limites dans ce type de sein. On est obligé de faire un complément d'examen qu'on appelle une échographie. Donc, vous allez revenir pour avoir une échographie complémentaire, et ça ne veut pas dire qu'on voit un cancer du sein chez vous. Ça veut juste dire votre sein, par une mammographie simple, il est examiné de manière insuffisante. Donc c'est ce qui se passe là, on pose une sonde d'échographie sur le sein, puis on analyse de façon plus fine qu'est-ce qui se passe dans cette glande très très blanche. Alors là par contre, c'est une patiente qu'on a rappelée parce qu'elle avait effectivement une boule blanche derrière le mamelon, donc on lui a demandé de venir pour des examens complémentaires et une échographie des seins. Sur l'image en haut à droite, vous voyez ce trou noir qui est rien d'autre qu'un kyste rempli d'eau. Donc ça, ce n'est pas un cancer du sein, c'est une maladie très fréquente, bénigne, qui d'ailleurs augmente un petit peu la sensibilité de la mammographie de dépistage. Si vous avez beaucoup de kystes, ça fait un peu plus mal. On vous invite quand même à venir plutôt en première phase de cycle pour que ce soit le mieux supporté possible. Mais là, en l'occurrence, c'est une lésion bénigne, pas de cancer du sein, donc pas de biopsie. Alors, en conclusion de ces examens complémentaires, vous avez en général, dans la grande majorité des cas, la réponse « tout va bien ». On vous demande simplement de revenir pour une mammographie de dépistage dans 2 ans
ou alors vous avez une réelle anomalie, soit c'est rien, c'est bénin, c'est un kyste, soit c'est une maladie dont on peut, une anomalie qui a besoin d'une biopsie pour qu'on fasse la différence entre une boule de tissu bénigne comme un fibroadénome ou une boule de tissu qui est un cancer. Alors, au final, si je comprends bien, j'ai reçu une lettre d'invitation à des examens complémentaires. J'ai forcément un cancer. La réponse, c'est non. La majorité du temps, quand les patientes sont rappelées, c'est soit qu'elles ont les seins denses, il faut faire une échographie, soit que effectivement on a vu une anomalie, mais dans la grande majorité des cas, elle sera bénigne. Ok, donc je panique pas. Et on va passer à plein de questions. On a une petite partie de haltes idées reçues. Alors Karen, j'ai pas d'antécédent de cancer dans la famille, j'ai pas besoin de faire le dépistage. Alors, comme César nous l'a montré tout à l'heure, malheureusement, le cancer du sein en Suisse a une incidence élevée et c'est le cancer qui, malheureusement, est le plus fréquent chez les femmes. Donc, à peu près 108 cas pour 100 000 femmes. Une femme sur 8 au cours de la vie, on a vu ces chiffres-là. Et puis, à peu près 7,6% avant l'âge de 70 ans. Donc, malheureusement, c'est pas parce que dans la famille, il n'y a pas eu de cancer du sein que vous pouvez pas avoir un cancer du sein. 90% des dames avec cancer du sein n'ont pas d'antécédents familiaux. Bon, mais j'ai pas de symptômes. Et puis mon médecin, il sent rien non plus. Donc j'ai pas besoin de faire le dépistage. Alors, on a vu le petit pendatif tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant pour voir la taille différente des cancers du sein. La palpation, comme vous avez vu, n'est pas une méthode de dépistage. Elle ne diminue pas la mortalité du sein. Si vous découvrez un cancer de 3 cm, c'est pas la même chose qu'une mammographie qui découvre un cancer de 5 mm. Vous allez jamais mourir de ce cancer de 5 mm. Bon. La mammographie de dépistage peut donc détecter les cancers avant de les sentir et donc réduire la mortalité liée au cancer du sein. Bon, je suis allée, j'ai fait ma mammographie, elle était normale. J'ai pas besoin de revenir tous les 2 ans. Alors, tout dépend. Normalement, quand même, la répétition de la mammographie permet de détecter des cancers de plus en plus petits parce qu'on arrive à comparer les examens d'une année sur l'autre, donc voir des modifications minimes de structure du sein entre les mammographies qui ont été faites à 2 ans d'intervalle. Donc, effectivement, ça permet de détecter à nouveau des cancers plus petits, donc de meilleurs pronostics. Malheureusement, donc un cancer du sein peut se développer après un dépistage normal et donc la répétition de la mammographie permet sa détection précoce. C'est pas un outil qui évite son apparition, mais qui généralement nous permet de le voir plus petit. Ma dernière mammographie était normale et puis je fais quand même de l'autopalpation parce que j'ai entendu toute la soirée que c'était important de le faire quand même et je découvre quelque chose dans mon sein. Mais vu que je viens de faire ma mammo, ça va, je peux être rassurée, c'est pas un cancer. Alors attention, la mammographie de dépistage, c'est pas une assurance à 100%. Et à partir du moment où vous constatez une anomalie de votre sein, alors là on a pris un cajot de citron. Parce que c'est assez facile, mais vous voyez des citrons toutes bizarres. Il y en a qui ont, effectivement, ça ressemble en bas, au milieu, à un mamelon enfoncé. C'est pas normal. Un mamelon enfoncé, ça peut cacher un cancer qui siège derrière le mamelon. Vous pouvez avoir une grosse veine au niveau de votre sein qui n'existe que d'un côté. Ça aussi, c'est un symptôme inhabituel. Vous pouvez avoir du liquide rouge ou transparent qui sort de votre sein. C'est pas normal non plus. Tout ça, c'est des signes qui méritent que vous allez en parler à votre médecin, soit généraliste, soit gynécologue, pour qu'il vous envoie faire des examens complémentaires. Bon, au final, j'ai toujours fait des échographies. Je vois pas pourquoi je dois faire une mammographie en plus. Alors, ça serait bien sympathique parce qu'on éviterait les radiations. Malheureusement, l'échographie ne voit pas tous les cancers in situ. Elle en voit seulement un tiers. Et les cancers in situ, c'est quand même les cancers du sein débutants avec un bon pronostic. Donc, l'échographie, c'est vraiment pas le bon compromis pour faire un dépistage. La mammographie voit les 2 tiers des cancers in situ. Donc, en fait, idéalement, il faudrait faire les 2 examens. Mais quand même, si on devait choisir un seul examen, c'est la mammographie qui en voit le plus. Donc, une échographie seule n'est donc pas du tout un examen de dépistage.
Et vous pouvez avoir une échographie normale du sein et avoir un cancer du sein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans cet exemple-là. Vous avez une femme qui a un cancer du sein qui est bien caché. Avec nos loupes et nos conditions d'éclairage particulières, on arrive à le voir. C'est cette ligne blanche qu'on a agrandie, qui est au-dessus du mamelon à droite. Et cette patiente a bénéficié d'une biopsie. On a laissé d'ailleurs ce petit clip qui a permis d'y retourner pour ensuite enlever cette zone qui était le siège d'un cancer in situ. Et donc, c'était pas visible en échographie? Du tout. Ok. Ben, merci Karen. Merci à tous. On espère qu'on a quand même pu répondre à la majorité de toutes ces idées qui tournent autour de la mammographie, du dépistage, etc. Et puis, on est tous disponibles à répondre à vos questions. Pour les questions, merci de lever la main pour qu'on puisse vous entendre puisque la conférence est enregistrée. Madame, au deuxième rang. Merci. Par rapport à la dernière présentation, j'ai un petit clip comme ça, mais on a fait la biopsie et c'est bénin. On m'a dit, ça fait pas cette année, mais il y a 2 ans en arrière, que ça serait bénin à vie. Est-ce que c'est juste ? Alors, la lésion qui a fait l'objet de la biopsie, oui, elle est bénin à vie, une fois qu'on a fait le prélèvement, qu'on a regardé, mais ça ne vous empêche pas de développer un cancer du sein à côté. Donc, il faut quand même vérifier le reste du sein. Oui, je le fais, mais c'était la réponse qui m'avait perturbée. Non, alors pour ça, j'ai profité. C'est sur ce petit endroit qui a fait l'objet de la biopsie qu'on est sûr qu'effectivement, il n'y a pas de cancer du sein. D'accord. Après, désolé, c'était sur un sein. Sur l'autre sein, on m'a fait refaire la mammographie et les 2 choses, excusez-moi. Oui, l'échographie. Et puis, il en est venu que j'ai une inflammation de glande mammaire et puis la densité des seins. Alors, heureusement, ça n'augmente pas le risque de cancer du sein. Ça augmente la difficulté du radiologue à le détecter. Voilà, mais ça ne veut pas dire que ça augmente le risque. Non, mais même nous, si on se parle, on ne sait plus trop, parce qu'on nous dit les glandes sont douloureuses, le cancer ne le sont pas. Ne l'est pas, oui. Alors, est-ce qu'on fait quand même tous les 2 ans ou bien toutes les années quand c'est comme ça? Alors, ça dépend essentiellement du risque familial. En général, à partir du moment où vous avez des antécédents de cancer du sein dans la famille, on préfère vous voir tous les ans parce que votre risque est multiplié par 4 par rapport à une patiente qui n'a pas eu d'antécédents. Voilà, j'ai compris, parce que c'est pas trop ce qu'on m'a dit non plus à la consultation. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question en ligne qui rebondit sur ce point. Pourquoi les dépistages ne se font pas chaque année, justement, puisqu'il y a une... Alors en fait, ça dépend de la vitesse de propagation des cancers du sein. Donc en principe, si on prend la moyenne des cancers, parce qu'en fait, il y a plein de cancers différents qui ont tous des caractéristiques biologiques différentes, mais il y en a en moyenne, ils doublent en 6 mois. Donc à partir du moment où on sait qu'une mammographie de dépistage peut dépister un cancer de 3 à 5 mm, on sait que entre 2 mammographies de dépistage, généralement, ça change pas trop le pronostic. Tant qu'il fait moins d'1 centimètre, c'est bon. Si par contre, vous prenez une dame qui vient d'avoir sa mammographie de dépistage, qui a un cancer extrêmement agressif, donc en quelques semaines, il fait déjà 1 centimètre, mais heureusement, il y a l'examen clinique et le médecin qui peut vous inciter à avoir une autre mammographie avant votre prochaine mammographie de dépistage. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas prendre la mammographie de dépistage pour une assurance à 100%, parce que des cancers agressifs, malheureusement, ça existe. C'est une petite proportion des cancers du sein, mais ça peut arriver entre 2 mammographies de dépistage. Moi, j'ai une question à vous poser. J'aurais souhaité savoir, quand on a des seins denses et puis qu'il y en a un sein qui fait très très mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ces douleurs qui sont des glandes? Jusqu'à présent, j'ai toujours... Alors, les causes des douleurs mammaires sont extrêmement variables. Très souvent, c'est le gauche, 90%. Et dans la grande partie, c'est musculaire. C'est le muscle pectoral derrière le sein qui fait mal.
Alors, avant l'âge de la ménopause, c'est quand même essentiellement les variations hormonales qui distendent le sein. Donc, on a tout au long du cycle menstruel de l'eau qui est produite dans les canaux de lait, qui le détend et qui, en fait, qui donne une compression interne du sein. Donc, autrefois, on donnait de la progestérone, on donnait des médicaments qui faisaient partir cet eau excessif à certaines phases du cycle. Mais malheureusement, on sait que ces médicaments ont des effets secondaires néfastes sur le foie, donc on les prescrit plus de manière systématique. Alors, du stretching, du yoga, plein de choses pour décontracter ces muscles. Alors, ça dépend de la cause initiale. Si ce sont des personnes qui travaillent en horlogerie ou qui sont devant l'ordinateur toute la journée extrêmement stressées et voilà, qui ont une posture inadéquate, ben ça aussi, ça augmente les contractures musculaires. Donc là, la physiothérapie peut jouer. Alors moi, je me suis toujours posé la question, je fais une mammographie et puis il y a quelque chose qui se passe... Après, c'est trop tard. Et là, vous venez de me faire un peu peur. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris parce que vous dites qu'il y a des cancers agressifs, malheureusement. Une petite partie, je dirais 5%, mais il y a peut-être, tu peux me contredire si tu as d'autres chiffres. Mais la grande majorité des cas, ça suffit. Et si vous faites une mammographie tous les 2 ans, vous n'avez pas d'antécédents familiaux, c'est tranquille. Si par contre, votre maman a un cancer du sein, votre tante maternelle, votre sœur, et tous avant l'âge de 50 ans, là, il faut peut-être se poser la question s'il y a un contexte génétique et aller plus en détail avec votre gynécologue. OK. Mais si malheureusement ça arrivait, parce que vous dites on ne peut pas le détecter, souvent on ne peut pas le détecter ou on le détecte trop tard, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou si on détecte... Il y a toujours quelque chose à faire. À partir du moment où vous détectez une boule dans le sein, il faut en parler rapidement à votre gynécologue pour qu'on fasse quand même un diagnostic. Et heureusement, on a des avancées énormes en oncologie avec des médicaments qui nous permettent aujourd'hui de traiter même des cancers métastatiques ou des cancers très agressifs. Donc, j'ai des collègues dans la salle en haut qui pourront me donner peut-être plus de renseignements, mais c'est clair que dans un centre du sein, aujourd'hui, on a les spécialistes qui vous donnent un traitement individualisé à votre cancer et pas une solution standard à tout le monde. OK, merci. De rien. Merci. Oui? Bien. C'est juste un complément par rapport à ça. C'est une question qui vient de temps en temps aussi. Pourquoi on ne fait pas plus fréquemment la fréquence Il faut aussi se rappeler qu'il y a certains pays qui ont fait le choix, notamment les États-Unis et certains États aux États-Unis, ils font des mammographies annuelles et pas. C'est une décision qui est un peu controversée du point de vue des autres pays où il existe des programmes de dépistage. Il faut savoir qu'il faut mettre à la balance, c'est ce qui est efficace pour tout le monde. Quand on parle des cancers agressifs, l'effet de faire une mammographie tous les 2 ans et que malheureusement un cancer agressif va échapper, donc la mammographie elle est normale. Donc 2 ans après, on fait une mammographie et par malchance, le cancer agressif s'est développé. On n'a pas la certitude si c'est développé 3 mois après la mammographie ou 21 mois après. Donc du coup, l'effet de répéter, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des mammographies tous les 3 mois? Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas tous les 6 mois? Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas? Certes, on pourrait peut-être gagner 0,0001% des gains sur une population, mais du point de vue de santé publique, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des coûts qui sont associés, il y a des radiations aussi, malgré le fait qu'on a vu que les radiations, elle n'est pas plus néfaste qu'une autre radiation, c'est aussi multiplier et aussi le fait que les programmes de dépistage, comme on l'a dit, il n'est pas parfait. Donc, il y a aussi des erreurs qui sont faites. Si on multiplie les examens, on risque aussi de multiplier ces erreurs. Donc, dans la balance bénéfice-risque pour une population, encore une fois, je ne parlais pas d'une dame. Votre question, c'est une question qui est plutôt d'un point de vue individuel. Bien entendu, si c'était ma mère, si c'était ma sœur, je n'aimerais pas qu'ils soient dans cette situation. Mais ces programmes, ce sont des programmes qui regardent toute la population ensemble. Et à ce moment, on voit quel est le meilleur gain pour toute la société. Et là, c'est les 2 ans qui ont montré justement qu'il y a un bénéfice équilibré
pour les faire tous les 2 ans et pas plus tard. Aujourd'hui, même, on commence à voir, par exemple, de dire peut-être qu'on a fait 3, 4, 5 mammographies, la 6e pourrait être retardée de 3 ans s'il n'y a pas d'autres facteurs. Donc, c'est la recherche qui est en cours pour essayer de voir comment, c'est ce qu'on fait sur mesure, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Pour l'instant, on reste à 2 ans et c'est ce qui a montré la meilleure efficacité pour le programme. Je ne sais pas si... Ah non, non. Oui. Mais la comparaison, ça augmente de façon exponentielle la performance de la mammographie de dépistage. Il y a une autre question, oui. Vous mettez que c'est de 50 à 74 ans qu'on reçoit tous les 2 ans. Et après 74 ans, il se passe quoi? Alors, c'est tout à fait possible de continuer, mais la patiente doit en faire la demande. Donc, très souvent, aujourd'hui, la qualité, disons, il y a beaucoup de patientes qui ont une espérance de vie qui va au-delà de 85 ans. Et selon disons, la santé globale de la personne, on peut lui même conseiller de continuer. Si par contre vous avez une patiente qui a beaucoup de morbidité complexe, qui est dans un home, qui a du mal à se déplacer, rien que la faire sortir, ça peut lui faire prendre des risques de chute supplémentaires ou autres. Là, le bénéfice est peut-être moindre. Donc, il faut voir l'état général, l'état de santé général de la patiente. Moi, j'aurais une question. Est-ce que le fait de travailler avec des produits chimiques... Donc, votre question concerne l'exposition à des produits chimiques, si ça augmente le risque de cancer du sein. Alors, actuellement, ça fait pas partie des risques connus pour le sein, en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça ne donne pas d'autres risques de cancer. Oui, sinon, si vous parlez suffisamment fort... Attendez, s'il vous plaît. Ah pardon, j'ai pas vu. Ah, excusez-moi. Bonsoir. Sur l'aide au diagnostic, il y a des pays européens qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que vous préconisez parce qu'on pourrait augmenter le nombre de dépistages. Alors, l'intelligence artificielle, c'est en plein essor et ça nous donne une aide non négligeable aux radiologues, surtout pour un œil fatigué en fin de journée. Ça peut nous permettre de voir des petits foyers de microcalcification qu'on n'aurait pas vus. Il est actuellement testé dans beaucoup de pays pour, par exemple, diminuer l'utilisation d'un deuxième lecteur, puisqu'il y a des pays qui n'ont pas autant de radiologues que la Suisse. Et donc, c'est compliqué de trouver les personnes adéquates. Les pistes qui s'annoncent prometteurs, c'est surtout pour sortir tout ce qui est mammographie à 100% normal, pour que le radiologue puisse se concentrer sur les mammographies compliquées. Mais on n'en est pas encore là parce qu'il y a tout un essor juridique qu'on doit régler. Qu'est-ce qui arrive si un radiologue négative une mammographie que l'intelligence artificielle a positivée? Qui est responsable? Donc, il y a toute une législation suisse qui est en train de se monter, mais qui n'est pas du tout mûre pour l'utilisation à grande échelle. Il y avait une... Alors, il y a beaucoup de demandes de questions. Comme le temps file, peut-être en prendre 2. Et ensuite, vous pouvez continuer à poser vos questions à côté pendant l'apéritif. Lorsqu'on a eu un cancer du sein, on a des mammographies beaucoup plus rapprochées. Est-ce que ça continue après 74 ans? Alors, ça dépend de l'agressivité de la tumeur initiale. Normalement, en Suisse, on dit 10 ans de contrôle après le cancer annuel. C'est la règle un peu globale. Ça peut être diminué, potentiellement, en tout cas aux États-Unis, ils s'arrêtent au bout de 5 ans.
si votre cancer est un gentil cancer. Donc, et puis après, à nouveau, c'est en fonction de l'état de santé de chaque patiente. On ne va pas vous imposer forcément à faire des mammographies jusqu'à 90 ans si vous avez votre cancer à 80 ans. Donc, c'est un débat de société plutôt. La dernière question. Bonsoir. Alors déjà, je voulais remercier la Ligue contre le cancer parce que je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Moi, j'ai eu un cancer à 45 ans et ils m'ont beaucoup aidé. J'avais 2 enfants, 4 ans, 10 ans, c'était pas évident. Alors moi, ma question, c'est plus sur l'âge du dépistage. Parce que j'ai eu mon cancer à 45 ans, je me suis retrouvée dans un groupe de 5 personnes. On avait toutes 42, 44, 45, 48. Et sur les 5, on n'a été que 2 à survivre. Et excusez, mais ça m'émotionne. Et puis je trouve que maintenant ça fait 18 ans et je vois que c'est toujours 50 ans et moi j'ai connu plein de gens autour de moi qui ont eu des cancers à 42, 45 et là c'est des cancers hyper agressifs. Moi j'ai aussi eu un cancer très agressif, c'était très violent les traitements. Et puis je trouve qu'à ce niveau je comprends pas bien pourquoi on change pas l'âge parce que ces cancers chez les femmes jeunes 38, 40, 42, 45, ils sont généralement toujours très agressifs et aussi, moi, par exemple, c'était difficile à dépister. J'ai fait mammo, écho, on voyait rien. Alors, et puis finalement, on l'a trouvé, mais j'avais la chance d'avoir des douleurs. Mais les dames qui sont décédées, elles ont eu à peu près les mêmes choses. Hein. Et puis, c'est ça ma question, c'est pourquoi on reste coincé à 50 ans quand on voit qu'il y a maintenant, actuellement, moi, je lis toujours des articles parce que ça m'intéresse, cette maladie. Il y a de plus en plus de femmes jeunes qui ont des cancers maintenant. Alors, il y a beaucoup de gynécologues qui court-circuitent en fait les programmes de dépistage et qui commencent à prescrire à leurs patients une mammographie à partir de l'âge de 40 ans. En tout cas, au moins une pour savoir déjà si elles ont des seins denses ou pas. Parce que plus le sein est dense, plus il y a de chances aussi d'avoir un risque de cancer du sein. Donc c'est une question de santé publique ce qui veut dire, comme on a mentionné tout à l'heure, à la fois une histoire de coût et puis une histoire d'efficacité dans une grande partie de la population. Je pense que c'est important qu'on sensibilise les personnes à la nécessité d'en parler au gynécologue, qui doit aussi regarder les risques, par exemple, autres que les antécédents familiaux. Est-ce que la patiente fume? Ça double quand même le risque de cancer du sein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes jeunes qui ont fumé depuis l'âge de 15 ans des grandes quantités de cigarettes, et elles ont 2 fois plus de chances de faire un jour un cancer du sein. Donc c'est pas si anodin, c'est multifactoriel. Donc là, on parle d'un programme de dépistage adapté à toute la population suisse, quelle que soit l'histoire familiale ou autre. Et je pense qu'il faut, dans l'avenir, ce qu'on aimerait, à quoi on aimerait tendre, c'est un programme individuel qui tient compte de beaucoup plus de choses que juste l'âge, 50 à 74 ans, mais aussi est-ce que vous avez fumé, est-ce que vous avez des seins denses, bref, tout un facteur, tout un panel d'arguments qui permettrait peut-être dans l'avenir de faire quelque chose de plus personnalisé. Mais bon, c'est de la musique d'avenir. Sur ça, je pense que je vais vous proposer de passer à l'apéritif. Oui, je vous propose d'applaudir les intervenants de la soirée, de les remercier.